1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim. C'est effrayant. Pourtant, les Nations Unies, dans leur objectif du millénaire, s'étaient engagées à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici à 2015. Malgré les efforts, c'est tout le contraire qui se réalise. Ce sont en majorité des paysans qui souffrent de la faim. Ils travaillent la terre, mais le fruit de leur labeur ne leur permet pas de vivre décemment. C'est scandaleusement honteux. La terre ne produirait-elle pas assez? L'agriculture paysanne ne serait-elle plus suffisamment productrice? C'est faux. Des scientifiques, des organisations paysannes du monde entier, des ONG dénoncent cette contre-vérité. Leur message est clair. L'agriculture familiale joue un rôle primordial. Elle peut et doit assurer les besoins alimentaires et cela de façon durable. De plus, une agriculture familiale soutenue et encouragée participe également à la lutte contre la pauvreté rurale. Encore faut-il agir en faveur de cette agriculture qui occupe dans les pays du Sud une très large majorité de la population. L'heure est à la libéralisation. L'Europe et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, veulent supprimer les mécanismes de régulation du marché. Des voix s'élèvent un peu partout dans le monde pour dire que c'est criminel. La faim tue toujours plus, mais ce n'est plus en silence et cela ne le sera plus jamais. Dans chaque pays, des efforts sont entrepris. Il s'agit parfois de micro-projets, mais qui peuvent avoir une incidence importante sur le mieux-vivre des personnes. C'est le cas au Burundi. Petit pays de l'Afrique centrale, le pays des 1000 collines comme son voisin, le Rwanda. Bien des efforts sont entrepris ici, à la fois pour encourager les paysans à cultiver autrement leurs parcelles, le but étant d'assurer la sécurité alimentaire. Le paysan doit pouvoir, en cultivant sa terre, assurer des revenus pour vivre et être suffisamment armé pour ne pas connaître des périodes difficiles. S'endetter pour vivre n'est pas une solution. C'est ce que nous allons découvrir à travers plusieurs projets soutenus par des ONG belges comme Solidarité Mondiale, Solidarité Socialiste, Caritas International ou encore Louvain Développement. Quand vous faites un peu le diagnostic des ménages, vous vous rendez compte qu'une bonne partie, compte tenu de la pression démographique, n'ont pas accès à la terre ou ont accès à une petite portion qui ne leur permet pas de cultiver quelque chose. Alors il y en a beaucoup qui vendent la main-d'œuvre agricole pour subsister. Et ça, il se situe dans une situation de précarité extrême en période de soudure ou en période de mauvaise récolte. Donc le Louvain Développement intervient pour aider les pauvres et parmi les pauvres, les plus pauvres et les plus vulnérables dans le cadre d'un financement du Fonds belge de survie à travers un projet qui a été identifié ici en 2004 qui s'appelle Projet de lutte contre la pauvreté dans les provinces du Nord. Donc le Louvain Développement appuie des institutions locales à offrir des services de développement en rapport avec les objectifs millénaires pour le développement. Notamment, c'est la sécurité alimentaire et l'accessibilité aux soins de santé. Le Burundi sort de 45 années de guerre fratricide. Il a connu des régimes très violents avec un pouvoir autoritaire. Le pays a été totalement laminé. Aujourd'hui, tout est à reconstruire dans tous les secteurs et les caisses de l'État sont vides. L'État est d'ailleurs incapable de prendre en charge les besoins sociaux élémentaires de sa population. L'Union européenne est le bailleur de fonds le plus important. Le Burundi est un pays essentiellement rural. 93% de la population vit en milieu rural, là où la pression sur les terres est plus forte. Près de 7 millions de personnes doivent se partager à peine 28 000 km². Si le Burundi a été pendant longtemps autosuffisant d'un point de vue alimentaire, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les crises alimentaires, les inondations, les sécheresses, la surexploitation des terres, la déforestation, l'érosion sont venus grignoter les capacités alimentaires du pays. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus vivre décemment de la vente de leur production. C'est un drame. La sécurité alimentaire, c'est donc un objectif prioritaire qui revient constamment dans tous les projets des associations. Au Burundi, l'érosion des sols fait beaucoup de dégâts. Les terres s'appauvrissent rapidement et le paysan doit bien constater que ces terres ne produisent plus comme avant. Mais au Burundi, les nouvelles terres se font rares. La pression foncière est énorme. Il faut donc trouver des solutions pour améliorer les cultures. Tout passe par la formation, comme ici, dans le centre d'Agakura, situé non loin de Gitega, une des villes importantes du pays, située au centre du Burundi.
Dans ce centre, on forme des jeunes aux nouvelles techniques agricoles et sylvicoles, sans oublier tout ce qui a trait au petit élevage, un secteur important au Burundi. C'est très important parce que notre pays, le Burundi, c'est un pays à mi-colline. Et un pays qui a des fortes pentes et où l'érosion pluviale fait beaucoup de dégâts. Ça n'a pas aussi plus d'explications, c'est visible. Et quand il pleut, on a beaucoup de ravins, on a beaucoup de terres qui vont dans les bas-fonds et la production agricole diminue au niveau des ménages. Donc l'association Agakura a trouvé mieux de faire une démonstration sur place à partir des aménagements que vous voyez tout autour, et qui comprend premièrement la lutte anti-érosive, c'est-à-dire le traçage des canaux anti-érosifs, la protection de ces canaux par les herbes fixatrices avec l'association des arbres, les arbustes agroforestiers. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille la terre, les pentes diminuent et il y a maintenant les terrasses. Comme vous le voyez tout autour de nous, les champs ne sont plus érodés par l'érosion. Donc c'est cette pratique-là qu'on voudrait initier en milieu rural parce que nous voyons que c'est faisable et c'est visible. Dans ce centre de formation, des jeunes garçons, mais également des jeunes filles apprennent les différentes techniques qui permettent de lutter contre l'érosion, mais également d'assurer à terme de meilleurs rendements. Ce sont les jeunes qui sont recalés du système d'enseignement public. Ils ont un niveau 6e année primaire et ils viennent ici pour apprendre quelques techniques de production agro-silvopastorale. On essaie donc de les resocialiser, on peut dire ça? Oui, absolument. Les rendre plus sociables, les rendre plus unis, les rendre plus aptes à travailler pour la production au niveau de leur ménage. Tous ces jeunes, une fois leur formation terminée, pourront ainsi reprendre le chemin de leur colline. Pour se lancer, ils auront reçu du projet outils, intrants, semences et une chèvre. Mais ce n'est pas tout, car le centre fait régulièrement appel à de la main-d'œuvre locale pour défricher et préparer les nouvelles parcelles pour les pépinières. Toutes ces personnes apprennent elles aussi comment bien préparer un terrain et du coup, elles peuvent chez elles appliquer les nouveaux enseignements. Avant que l'association ne soit créée, ici on pratiquait les techniques agricoles rudimentaires. On n'avait pas de bonnes techniques. Mais depuis que le centre existe, depuis que nos enfants sont venus apprendre ici, on voit un changement. On a déjà appliqué les techniques agricoles améliorées et on voit, sur nos exploitations, une augmentation de la production. Le centre de formation Agakura, qui du reste est soutenu par Solidarité Mondiale, dispose également d'une colline témoin. On y applique là aussi les nouvelles techniques. Ce projet pilote doit servir de vitrine pour les autres paysans. Nous avons hérité d'un terrain très érodé. L'amont qui était couvert des arbres a été détruit. Les arbres sont déjà détruits. Maintenant, c'est l'érosion pluviale qui fait des ravins et qui emporte les terres des exploitations à côté de nous. Alors, comme c'est un centre de formation, nous sommes dit qu'il faut faire une petite contribution, que récupérer les petites parties de terre qui restent pour en rendre plus fertile. C'est pourquoi vous voyez l'aménagement que nous avons débuté sur ce bassin versant qui était très érodé. On commence à tracer les courbes de niveau au niveau des parcelles des exploitations. Alors nous pensons que demain, après avoir freiné l'érosion, que les terres redeviendront encore plus fertiles et pourront donner des récoltes de production pour les ménages. Nous sommes cette fois remontés dans la province de Muyinga, au nord-est du Burundi, dans les communes de Mwakiro et Buyunyuza. Caritas International soutient le projet Piazza, le projet intégré d'amélioration durable de la sécurité alimentaire. Il est mené par un partenaire local. L'association appuie au développement intégral et à la solidarité sur les collines. Le programme comporte plusieurs volets, notamment au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Ce jour-là, on procédait à la distribution de plants forestiers et fruitiers aux membres qui ont bien respecté les différentes étapes proposées en matière d'aménagement agricole. C'est notamment la mise en place d'un dispositif anti-érosif qui est sous l'encadrement bien sûr de nos techniciens. Et puis après ça, ils doivent créer au moins 2 compostières et les protéger et commencer déjà à mettre un certain nombre de débris. Et là, on commence déjà à le processus de distribution de certains intrants. Mais ici, nous en sommes à la deuxième phase. Oui. La première phase, c'était la distribution des éclats de souche, de Tripsacum, pour fixer effectivement les coupes de niveau qui sont creusées. Et après, on donne les points fruitiers.
Au fur et à mesure de l'avancement, les paysans se voient ainsi gratifiés de quelques chèvres et même d'une vache. C'est le cas de ce paysan qui, depuis 2 ans, a parfaitement respecté les consignes. Il a réalisé par exemple des compostières pour ensuite amender les terres agricoles. Il a planté en ligne les bananiers et le manioc. Résultat, il a produit beaucoup plus et avec les revenus supplémentaires, il a pu développer son exploitation. J'ai d'abord appris pas mal de choses. Ensuite, mes champs ont bien donné. J'ai pu récolter beaucoup et j'ai pu vendre les surplus. Avec les revenus, j'ai acheté une autre vache et j'ai aussi acheté 2 nouvelles terres. J'ai également amélioré ma maison en plaçant une toiture en tuiles. Le projet Piazza, fin 2008, pouvait compter sur 2191 ménages ainsi encadrés. Et tous les ménages ne sont pas au même niveau. Au sein du projet, on encourage également la promotion des semences et boutures de bonne qualité. Des champs de multiplication et des rejets de bananiers ont été installés. Ils servent ainsi à fournir les membres. Des groupements pépiniéristes bénéficient également d'un encadrement technique. Des structures de stockage permettent aussi aux différents groupements paysans de stocker leurs récoltes. Ces hangars jouent le rôle de grenier de sécurité alimentaire. En période de soudure, les villageois ont de quoi manger. Par ailleurs, ils peuvent être certains de trouver des semences pour la nouvelle saison. C'est une sérieuse garantie pour les paysans. Ils savent que leur récolte ici est bien protégée. Des associations d'épargne, de revenus et de crédit commencent aussi à se mettre en place. Ce système permet aux paysans de disposer d'un petit crédit. Dans la région de Ngozi, à l'ouest du pays, l'ONG Louvain Développement appuie elle aussi des actions de formation des paysans. Avant, et c'est encore le cas, les paysans laissaient pousser les plants de bananiers de façon anarchique, mais les rendements n'étaient pas bons. Ici, on leur apprend à mieux planter. Toutes ces personnes font partie du même groupement villageois. Le groupe nous emmène vers une parcelle d'un des membres qui est encadré par les techniciens du projet. Auparavant, je n'avais jamais suivi une telle formation sur les techniques de plantation des bananiers. Je trouve que cela va me donner de bons rendements. Maintenant, je creuse un large trou autour du plant pour y mettre des matières organiques. C'est intéressant aussi pour la qualité et le rendement. Avec les revenus que j'aurai, je pourrai acheter une vache ou une chèvre. Cela me permettra d'augmenter la production de fumure organique, car j'ai aussi d'autres parcelles que je compte bien exploiter. Toutes ces personnes, finalement, ne poursuivent qu'un seul objectif. Ces paysans travaillent beaucoup pour vivre et jusqu'à maintenant, la terre n'a toujours pas permis d'assurer les 2 bouts, d'où la nécessité de ces formations. Mais toutes ces personnes sont également confrontées à un autre problème de taille, c'est celui de l'argent. Les gens ici sont très pauvres. Ils ne disposent pas de moyens financiers pour lancer une activité si minime soit-elle. Raison pour laquelle des structures de crédit se sont ouvertes un peu partout dans le pays. En province de Ngozi, l'UCODE octroie notamment des crédits. Ici, nous sommes à l'agence de l'UCODE Microfinance. Bon, ce qu'on fait ici, il y a d'abord le travail de supervision. Secondo, il y a le travail des agents de crédit. Bon, il y a également un guichet qui est chargé de recevoir les clients qui viennent faire des versements et qui viennent opérer des retraits. Aujourd'hui, je suis venue accompagnée de personnes qui ont fini de rembourser leur crédit et je viens précisément pour me faire expliquer les démarches à suivre pour le remboursement de mon propre crédit. Il m'a servi pour la scolarisation de mes 3 enfants, mais aussi pour acheter des semences de haricots et puis je me suis acheté aussi des outils. Avant, je n'aurais pas pu faire tout cela. Les agences se trouvent en ville, mais également sur les lieux de travail, comme ici à proximité de cette importante usine de thé, une des principales du pays. Je vois 2 avantages à cette implantation de l'UCODE auprès des théiculteurs. Auparavant, les théiculteurs recevaient leur paye une fois tous les 2 mois. Aujourd'hui, depuis que l'UCODE s'est installé sur le site, ils sont payés régulièrement. Leur salaire est versé sur leur compte et ils peuvent retirer ce qu'ils veulent. De plus, l'UCODE propose également plusieurs types de crédits. Ces crédits portent des noms qui sont d'ailleurs très explicites. Ntunsonzane veut dire littéralement « ne meurs pas de faim alors que je suis là ». C'est un système de crédit que l'on peut solliciter quand on est fauché, quand on n'a pas de quoi manger ou quand on doit intervenir dans les frais de scolarisation de nos enfants. Dans ces cas-là, on va emprunter et puis après, on rembourse le crédit. Un autre crédit qui est proposé, c'est Ntuntenbane, ne sois pas accablé alors que je suis là.
C'est un crédit que l'on sollicite quand on a un membre de sa famille qui est malade et que l'on n'a pas d'argent. Cela permet tout de même d'avoir accès aux soins. L'UCODE a apporté beaucoup de changements, notamment pour les femmes, car nous sommes très vulnérables. Moi, par exemple, je vis seule et le peu d'argent que je gagne, je le mets directement sur un compte à l'UCODE. Ainsi, si un jour des voleurs s'introduisent chez moi, je pourrais leur dire que je n'ai pas d'argent à la maison, car quand tu en as et que tu as un couteau sous la gorge, tu n'as pas le choix, tu donnes ce que tu as. Au Burundi, l'analphabétisme est encore bien présent en zone rurale. On estime que le taux d'alphabétisation des adultes est inférieur à 40%. Pour les femmes, ce taux voisinerait les 32%. Autrement dit, 68% des femmes sont analphabètes. UCODE assure également une formation pour ses membres. Ceux qui sont appelés à suivre ces cours sont des membres des associations encadrées par l'ICODE, ASPL et appuyées par le projet de développement. Donc nous avons des associations composées de plusieurs membres, lesquels membres ne savent pas tous lire et écrire. Et même parmi les leaders de ces associations, il y en a qui ne savent pas lire et écrire, mais comme nous sommes occupés à encadrer pour la gestion et l'organisation des associations, nous avons trouvé que ceux qui ne savaient pas lire et écrire, étant responsables des associations, ne pouvaient pas suivre correctement la formation qu'on avait faite. Alors on a pensé mettre en place le cours d'alphabétisation et nous avons voulu commencer par les leaders, ensuite nous avons continué par les membres. Donc maintenant on est encore au niveau d'alphabétisation de nombre de membres des associations encadrées par l'ICODE et le développement. C'est très important dans ce sens que quand on est associé, c'est pour vraiment se développer, c'est pour progresser dans les activités quotidiennes. Quand on a reçu la formation, les membres ont constaté que c'est une lacune pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, parce qu'après ils ne savent pas retenir tout ce qu'on a dit et ils ne peuvent pas s'en rappeler. Parce que ne sachant pas, ils n'ont pas nos propres notes, ils ne peuvent pas se documenter dans les livres, et ils ont trouvé que c'est une lacune. Alors ils ont apprécié le projet d'alphabétisation, et si on n'était pas limité par les moyens humains, tout le monde voulait commencer en même temps. Mais nous, on a vu qu'on doit y aller progressivement, petit groupe par petit groupe. Savoir lire et écrire m'a donné une nouvelle considération sociale. Malgré le fait que je sois un Moutois, un pygmée, cela m'a permis d'être élu comme chef de colline. Je n'aurais pas pu être élu si je ne savais pas lire et écrire. Au Burundi, des personnes qui ont été un peu scolarisées n'ont pas toujours l'occasion de pratiquer et les acquis se perdent au fil des années. C'est ainsi que des personnes qui savaient lire doivent réapprendre. Nos parents n'envoyaient pas systématiquement tous les enfants à l'école. Certains étaient envoyés au cours de catéchisme. En ce qui me concerne, j'ai bien dû admettre que je savais lire mais pas écrire. Quand je suis entrée dans l'association, mes lacunes sont apparues. Il fallait que je dépende lors des réunions de la personne qui prenait des notes. Et puis pour pouvoir lire correctement mon courrier, j'ai donc décidé de suivre ces cours, et cela malgré mon grand âge. Dans la région de Ngozi, UCODE développe du microcrédit, ce qui permet aux membres de pouvoir réagir devant les cas d'urgence quand il faut débourser, par exemple pour les soins de santé d'un proche. Car la santé au Burundi est un véritable problème, pour la plus grande partie de la population d'ailleurs. Les agriculteurs et les travailleurs du secteur informel sont les plus touchés. Il n'est pas rare de voir des patients emprisonnés dans les hôpitaux tant que les factures n'ont pas été payées.
Des patients sont ainsi contraints de vendre leurs parcelles pour régler la facture. Les ménages, actuellement, sont totalement incapables de prendre en charge leurs besoins de base. Leur pouvoir économique est quasi nul. Les indicateurs de santé sont plus mauvais que ceux observés dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Un seul exemple, la mortalité infantile est de 165 pour 1000. On comprend mieux l'urgence du développement de mécanismes de financement alternatifs, comme celui mis en place par l'UCODE. Dans d'autres régions du pays, des mutuelles de santé ont commencé à voir le jour avec l'appui de Solidarité Socialiste et du partenaire local Adisco. Ainsi, à Kirundo, au nord-est du pays, ce jour-là, une nouvelle mutuelle se mettait en place parmi les caféiculteurs, membres de la Confédération nationale des associations des caféicultures du Burundi. C'est la plus grande organisation paysanne du Burundi. Elle compte un peu plus de 100 000 membres. La CNAC s'est d'ailleurs fixé comme objectif la mise en place d'un système de solidarité entre ses membres pour un meilleur accès à des soins de santé de qualité. C'était ce jour-là la réunion pour la grande assemblée constitutive. Tous les futurs membres avaient quitté leur colline pour rejoindre l'assemblée qui finalement se tiendra à l'extérieur vu le nombre important de participants. Pour eux, cette mutuelle est vitale. J'ai adhéré à la mutuelle dès que j'en ai entendu parler. J'étais toute contente. J'avais du mal à réaliser que c'était vrai. Ici, chez nous, nous avons des problèmes pour nous faire soigner. Quand tu vas te faire examiner et qu'on trouve une maladie plus ou moins grave, il faut avoir les moyens financiers, sinon la maladie peut t'emporter. Dans la région du centre, près de Gitega, à Ntita, depuis 2002, une mutuelle de santé s'est créée sous l'égide de l'archevêché et de Solidarité mondiale. Aujourd'hui, nous avons 372 membres avec 2025 personnes bénéficiaires. Beaucoup de femmes ici sont des veuves, elles ont encore plus de difficultés. Et puis il y a des maladies que l'on ne peut pas prendre en charge au centre de santé, au niveau des yeux par exemple, ou encore les opérations chirurgicales. On souhaite que la mutualité nous aide dans la prise en charge. Les cas difficiles, pour une opération chirurgicale par exemple, on doit se rendre à Bujumbura ou à Gitega. Les soins de santé, c'est important. Au centre de santé, on fait régulièrement des séances d'information sur l'hygiène, le paludisme ou encore, comme cette fois-là, sur le sida. Maintenant, on consulte très vite quand on tombe malade. Parce qu'avant, les gens allaient chez les guérisseurs traditionnels. Ils avaient plus de confiance dans les guérisseurs traditionnels, plus que dans la médecine moderne. On a fait beaucoup de sensibilisation dans cela. Et puis maintenant, alors, les gens, ils consultent l'infirmier au dispensaire. C'est quelque chose de très important aussi. À Ntita, les responsables de la mutuelle de santé ont développé d'autres activités, comme par exemple la constitution d'une banque de semences pour traverser sans trop de difficultés les périodes difficiles. Au niveau de l'élevage, des formations ont été données. Certains habitants sont ainsi devenus des personnes de référence. Un atelier couture s'est également créé. Tout cela a été financé grâce au microcrédit. Tous ces projets menés au Burundi vont dans le sens d'une amélioration de la solidarité et de la dignité des populations. Car ici, on revient de loin et les besoins sont énormes. Une autre réalité que nous avons également approchée, c'est le travail des enfants. Il est bien réel. Vu les difficultés financières, les paysans comptent aussi sur leurs enfants pour ramener à la maison quelques milliers de francs. Dans ces champs de thé, d'une des plus grosses entreprises du pays, nous avons pu rencontrer quelques jeunes travailleurs. Ça fait longtemps qu'il travaille ici? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas à l'école? Est-ce qu'il gagne beaucoup par jour? Et lui, il a quel âge? Ça fait longtemps qu'il travaille ici? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent ici? Il ne va plus à l'école non plus?
Au niveau de la scolarité, pourtant, des initiatives ont été prises. Gratuité en primaire, le PAM, le Programme alimentaire mondial, achemine de la nourriture dans les écoles et dans certaines provinces du pays, des projets de cantines scolaires se sont mis en place. L'idée étant pour Caritas International d'assurer et de fournir un repas aux élèves qui fréquentent l'établissement, le but étant de lutter contre la malnutrition et d'inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, et spécialement les filles, souvent retenues à la maison pour des tâches ménagères. Au Burundi, on ne perd pas courage. Bon nombre de projets que nous avons pu visiter ciblent les moins nantis de la société. C'est un choix de développement parce que les associations constitue un maillon de la société qui intègre plus les femmes, les hommes, les jeunes, etc. Donc quand vous êtes déjà en association, vous êtes beaucoup plus à mieux de collaborer entre vous-même et donc d'avoir la confiance en soi. Tandis qu'un individu isolément, c'est très difficile de l'appuyer, un peu plus difficile de l'appuyer. Les pratiques agricoles, les techniques culturelles qu'il faut apprendre, si vous le faites en groupe, c'est encore mieux. L'alphabétisation, etc. Donc on ne saurait le faire individuellement. Donc compte tenu des moyens et compte tenu de l'efficacité en termes d'impact que nous visons en fait le plus grand nombre et des personnes les plus pauvres. Le Burundi, un tout petit pays, pourtant si présent dans notre histoire. Un pays qui reste discret, à l'ombre de ses collines. Un pays où les organisations non gouvernementales belges, ainsi que la coopération technique, restent bien présentes pour appuyer le défi de toute une population.